ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'ovnis, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore des discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges. L'émission est en direct au 96.9 FM et pour ceux qui réécoutent, qui veulent réécouter les podcasts, vous pouvez aller sur le site de la radio en ligne au https://969fm.ca. Si vous n'êtes pas en direct, bien, vous allez aussi dans les menus, cliquer sur les podcasts et faire une recherche sur l'émission Zone Insolite et la date de diffusion que vous aimeriez réécouter. Vous pouvez également nous voir en différé sur le site https://conscienceplus.com et vous cliquez sur les émissions qui vous intéressent. Mon nom est Denis Guy et je suis avec Pascal. Bonjour. Comment ça va, Pascal? Ben, ça va super bien. Oui, écoute, tu n'étais pas là la dernière fois, on s'en est ennuyé. Oh, mon Dieu. J'ai eu pas mal de commentaires. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Pascal? Ben, moi aussi, il y a des gens dans mon Facebook qui venaient me parler personnel pour savoir si j'en faisais encore. J'ai dit, oh, c'est juste un que j'ai pas fait, là. Je vais revenir. J'ai eu un gros rhume, là. C'est pour ça que je n'étais pas là. Ça fait que c'est ça. Bien là, tout le monde peut te voir en plus. Ben oui. C'est comme on voit. Et puis, c'est ça. Et tu as manqué quand même quelque chose de bien. On a eu deux bons invités. Entre autres, on a parlé avec Marcel Boyer à ce moment-là et aussi avec Carole Lauzé. Ben oui. Puis moi, puis Carole Lauzé. Écoute, ben oui. C'était drôle de vous voir. J'ai l'écouté, puis... j'étais pas là physiquement, mais j'étais là avec mon cœur. Oui, bon, ben, tu vois, c'est ça qui est le fun. Ouais. Et puis, justement, on parle tout le temps de toutes sortes de choses, et puis on a... J'ai-tu parti? Ben oui, je me demandais si on était en onde. Le monde n'écoute rien. Là, écoute, là, tu te dis, voyons, c'est quoi qui s'est passé? Fait que là, ben, écoute, on a eu des échanges qui étaient le fun. On s'est remémoré certaines affaires qu'on a vécues, mais aussi que Carole Lauzé a parlé déjà dans le passé. Mm-hmm. En fait, on a parlé du CERN, ce qui se passe alentour des phénomènes. Il y a des phénomènes qui se passent alentour du CERN quand il est en fonction. Ça fait que ça a l'air de rien, mais c'est une grosse bébête, ça. Ben oui, moi, je n'avais jamais entendu parler. Ah, toi, tu n'as jamais entendu parler? Fait que vous m'avez appris de quoi? Ah, bon, ben je suis content. Et tu vois, c'était insolite en plus. Ben oui, c'est très insolite. Malgré que c'est scientifique, c'est insolite ce que les gens avaient vécu là-bas. Ouais. Ça fait que ça nous a... je pense qu'il y a des gens qui ont aimé ça. J'ai eu des bons commentaires. Oui. En plus des commentaires comme de quoi... voyons, qu'est-ce qui se passe avec Pascal? Ça arrive des fois qu'on ne peut pas. Ben oui. Ben là, c'est parce que sinon, j'aurais mouché dans le micro. Là. Ça n'aurait pas été très, très hygiénique. Oui, non, c'est ça. C'est pas bon pour la moumoute. Non, c'est pas vraiment. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ben j'aimerais ça qu'on puisse parler de d'autres choses qui, dans le fond, c'est assez insolite quand même. C'est scientifique, puis en même temps, c'est insolite. Oui. Parce que c'est quelque chose qui se passe
de manière différente de ce que c'est qu'on est habitué d'entendre parler, que ces choses-là peuvent se passer. Mais là, je ne vous laisserai pas plus longtemps dans le nuage. Et puis, je vais commencer par vous présenter mon invité aujourd'hui, qui est Roxane Godzaide-Godbout, qui est docteur et puis qui va nous parler aujourd'hui de Medolo. C'est une chercheure qui développe présentement quelque chose de très intéressant. Et puis, je vous la présente, Roxane Godzaide-Godbout. Bonjour. Bonjour, Roxane. Oui, salut. Oui, je t'entends. Oui. Salut Denis, salut Pascal, salut aux auditeurs. Alors, un grand bonjour pour la suite de l'écoute de Zone Insolite. Alors, merci de m'accueillir dans votre demeure, dans votre voiture, là où vous êtes. Ouais. C'est un honneur d'être reçu. Merci. En passant, Denis, moi, j'ai fait ma scolarité doctorale, mais avant de m'appeler docteur officiel, il aurait fallu que je fasse la thèse. Donc, simple quand même, importante notification. Ah, oui, okay. Donc, je ne l'ai pas fait parce que mon sujet de recherche était trop avancé pour l'institution de recherche, là où j'étais. Ils ne pouvaient pas te supporter dans la recherche que tu faisais, c'est ça que tu veux dire? Non, autant la faculté de médecine que la faculté d'éducation, tout campus confondu. Oh, OK. Oui. Bon, hey, ça veut dire que c'était avancé, vrai? Oui, vraiment. C'est le constat que j'en ai fait également, oui. Bon. J'ai déjà connu quelqu'un d'autre aussi qu'on a invité, puis c'était le même problème. Il n'y avait personne pour pouvoir continuer avec elle, pour pouvoir faire son doctorat. Eh boy! Oui. Quelle sorte d'université qu'on a maintenant? C'est des universités qui produisent finalement la philosophie du réel, qu'on appelle la philosophie matérialiste, la production du savoir, de la connaissance. Ce que ça veut dire, en gros, c'est l'université dans lesquelles, puis toutes les institutions d'éducation confondues, dans lesquelles on a vécu depuis notre petite enfance jusqu'à les gens qui ont voulu aller jusqu'au cycle supérieur, comme moi. C'est-à-dire qu'un objectif est un objectif et tout est linéaire. Il y a un début, il y a une fin, mais il y a la partie de la subjectivité n'est pas vraiment acceptée. Et donc, on est dans un paradigme et un dogme de recherche et de pensée qui, en fait, est très limitant. Alors que la partie de l'invisible, et donc qui se traduit également chez l'instrument humain par des émotions, par l'esprit, par la pensée, par la création, en fait, on y reviendra, là, de notre réalité, donc des hologrammes, passe vraiment par la science qu'on appelle maintenant la science post-matérialiste, qui est vraiment la complémentarité de la philosophie matérialiste. Et donc, on est de Newton, on part de Newton à justement des chercheurs, plus de 300 chercheurs à travers le monde ont signé un manifeste qui s'appelle le manifeste post-matérialiste, dont Mario Beauregard, pour justement établir un nouveau courant de recherche. Et on a établi les postulats, à peu près une vingtaine de postulats sur la pratique du développement de la recherche à travers le monde. Et c'était des chercheurs qui venaient de tout acabit, c'est-à-dire multidisciplinaire, parce que la science de la conscience et de l'esprit est vraiment une science multidisciplinaire. Donc, dans le fond, c'est un peu là, en fait, c'est dans ce champ de recherche-là que je me situe et que je nourris. Donc, avant que ça devienne un paradigme, je vais juste expliquer, c'est une lunette, c'est un paradigme, de façon de voir le réel. Avant que ça le devienne, au début, on démarre avec un courant de pensée pour en arriver à éventuellement un paradigme. Mais tous les deux sont très complémentaires. C'est juste qu'à un moment donné, le balancier doit revenir au milieu. Et je pense qu'après plus de 500 ans, on a, je pense, bien fait le tour de la question dans tous les champs de domaines de recherche possibles, touchant l'humain et son fonctionnement, son bien-être et son développement. Mais maintenant, je crois qu'on ne peut plus cacher l'invisible qui devient visible avec tous les appareils qui sont là, télescopiques, pour nous dire que finalement, ce n'est pas des balivernes, tout ça est une réalité. Oui, mais là, juste pour introduire qu'est-ce que tu fais présentement comme recherche, là, les gens doivent dire, ben voyons, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle te dit, là? Est-ce que toi, Pascal, là, tu vois ça de cette manière-là, toi? Ouais.
Posez-moi des questions. Ouais. Bon, je pense que c'est ça qu'on va faire parce que là, je pense qu'on a perdu du monde un petit peu parce que c'est ça. Toi, t'es universitaire, tu as tes termes à toi, mais on aimerait pouvoir décortiquer tout ça. Oui, mais je suis organisatrice scientifique. C'est que là, je devais mettre la table pour mettre la discussion. C'est ça. Mais justement, pour mettre la table à aux gens ici, là, parce que là, on veut être capable j'essaie de mettre la bonne image pour nous, là. On a présentement, tu nous as apporté bien des choses au niveau de la recherche puis tout ça, là, ce que tu fais présentement à l'université. Mais quel est le sujet de ta recherche vraiment, là, pour que les gens puissent voir c'est quoi finalement, on parle de quoi, là, tu sais? Oui. Alors, aussi, pour te dire, je ne suis plus à l'université. Donc, je suis devenue chercheur indépendant. Je ne suis plus rattachée à aucune structure, à part celle que je crée mon propre laboratoire de recherche. Donc, ma question, qui était au cours de ma scolarité doctorale, ma question de recherche, c'était quels sont les effets de la pensée sur la matière? Et la pensée, elle est vue comme, on pourrait retraduire la question de la façon suivante, quels sont les effets de l'esprit sur la matière? Et ça passe à travers les mots anglais, le mind, le body, le spirit. Et à partir de là, ça devient une recherche multidimensionnelle. Et multidisciplinaire. Donc, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai pris ma propre expérience de vie et j'ai tenté de la quantifier, de la théoriser, de mettre des notions dessus parce que je ne comprenais pas mon propre phénomène. Et moi, j'ai passé d'un phénomène, en fait, de voyageur espace-temps. Excusez-moi, j'ai un oiseau derrière qui est perroquet. Oui, on l'entend beaucoup. ça fait un bon petit bruit de conversation. De fond. Désolée, le règne animal est présent parmi nous. Ben donc, oui. Et donc, l'idée, c'est que j'ai voulu vraiment comprendre mon propre phénomène et c'est là que j'ai décidé de partir à la recherche et de quantifier vraiment tout ce phénomène que je fais. Donc, je suis partie de voyageur espace-temps, donc je l'ai déjà expliqué dans d'autres entrevues, notamment sur mon site web, on voit les entrevues qui est aquarellescience.com. Rita Lumière, c'est un pseudonyme, mais parce que je n'étais pas capable de me dévoiler non plus à ce moment-là, je faisais partie de la structure universitaire, j'enseignais aussi à l'université, et donc c'était pas possible pour moi de nommer mon nom. Mon coming out s'est fait en 2021, non, pas loin après 2020, ou en tout cas, vous verrez les dates, je ne suis pas très bonne dans les dates, là, mais c'est sur mon site web. Et par la suite, j'ai fait un coming out plutôt sur la médecine holographique, dont je suis l'inventeur en 2021. Il faut comprendre que la médecine holographique, c'est quelque chose que je connais depuis 13 ans, mais que j'ai décidé de dévoiler à l'humanité en 2021 parce que, je ne sentais pas l'univers prêt à entendre cela et moi non plus, je n'étais pas prête. C'est surtout ça aussi. Okay. Pour ce qui est là, de ta recherche, puis tout ça, tu parles de la pensée l'esprit qui agit sur la matière. Oui. Dans le monde insolite, on va parler de paranormal, on va parler de télékinésie, on va parler de télépathie, on va parler... Mais d'agir sur la matière, ça semble plus être comme de la télékinésie. Alors, explique-moi un peu, c'est quoi, toi, ce que tu fais? Tu me parles de ça, mais en même temps, tu parles de médecine holographique. C'est quoi que tu entends par médecine holographique? C'est-tu quelque chose comme, par exemple, se faire une image de quelque chose, puis d'agir avec cette image-là? Parce que holographique, ça veut dire quand même une image de notre pensée. En tout cas, explique-moi ça un peu. Oui, holographique, ça veut dire un tout, une représentation du tout entier. Donc, nous, en fait, à partir des lois de la physique quantique, nous voyons le corps comme étant un hologramme. Donc, tout est holographique, mais dû en raison des atomes on n'est fait que d'atomes, donc on n'est fait que du champ du vide, évidemment. Donc, nous voyons tout objet qui est autour de nous. Donc, entre la chaise et moi, mon corps holographique, c'est juste une différence d'un taux de spin par atome, d'un taux de spin par seconde beaucoup plus bas
parce que c'est la matière, et beaucoup plus élevé parce que je suis un objet organique. Si on parle d'objet pour objet, là, A et B. Donc, la médecine holographique, c'est vraiment une médecine où est-ce qu'on traite, nous, on s'intéresse à l'instrument humain, donc le corps, qui est vu comme étant un hologramme. Et à partir de là, on utilise, c'est un champ de recherche. Il faut comprendre que, comment dire, c'est vraiment, la médecine holographique, c'est très nouveau comme champ de recherche parce que je suis le premier laboratoire qui arrive, en fait, à mesurer. J'ai développé une technique, une méthode qui s'appelle la méthode Goodsite. Et cette méthode Goodsite arrive justement dans sa définition à diffuser des ondes scalaires pulsées de manière non invasive depuis un corps vers une cible. Et Oui, mais là, c'est ça. Là, on parle d'ondes scalaires pulsées, non invasives. Écoute, là, il faut qu'on puisse... moi, je pense qu'on perdrait du monde là, à nous écouter là, si on ne définit pas ça un peu. Des ondes scalaires, ce que j'entends, moi, sur les ondes scalaires, c'est deux ondes qui s'annulent pratiquement un et l'autre jusqu'à un certain point, pendant qu'il y en a un qui est dans le côté positif, l'autre est dans le côté négatif, mais aussi c'est déphasé en plus en trois dimensions, ce qui fait qu'aujourd'hui, exemple, si on parle comment je pourrais dire ça, actuellement, on entend parler de HAARP. Bien, HAARP travaille avec des ondes scalaires. Puis avec ça, ils peuvent déplacer des nuages, exemple, qui ont déjà préparé, là, si on peut dire. Et puis, ils peuvent aussi agir sur la matière, même sur certaines parties de notre cerveau. Fait que là, on va loin, là. Ouais. Je vais t'expliquer. Les ondes scalaires, effectivement, tu as fait un bon début d'explication, sont des ondes, en fait, qui, on appelle... Dans les 4 clés, les lois de la physique quantique, alors, il y a 4 clés à comprendre pour comprendre notre réel holographique. Okay? On va parler un petit peu de la philosophie du réel, mais ce que je considère le réel est un réel holographique. D'accord? Alors, c'est basé sur 4 clés, c'est-à-dire la clé de l'observateur, la clé de l'intrication quantique, la clé de la superposition et la clé de la double... je suis en train de l'oublier, celle-là, de l'effet tunnel. OK. Bon. Alors, quand tu dis que les ondes s'annulent, OK, c'est-à-dire qu'une onde scalaire passe par 3 états de propriété. Mais je dis que ça s'annule, mais en fait, ça devient comme solide. Oui, elles deviennent solides. Parce que les ondes scalaires, en fait, sont des neutrinos qui sont supralumineux, qui vont plus vite que la lumière. Les ondes scalaires, en fait, sont des ondes spirales ou on pourrait dire aussi des ondes hélicoïdales. C'est le bon... Oui, c'est ça, hélicoïdales. Et ces ondes-là, quand elles sont elles sont en superposition. OK? Tantôt, ce que tu expliquais, ça s'appelle la superposition. Mm-hmm. Et quand elles rentrent en superposition, elles s'auto-annulent. Et quand elles s'annulent, c'est le champ du vide. Et le champ du vide, le vide, c'est de l'énergie. Hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le champ du vide? C'est pas vide. On dit le vide parce que ça fait partie de l'ancienne structure de la médecine, pas de la médecine, mais de la philosophie matérialiste. On pensait qu'eux, c'était tout du vide. Mais c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Okay? Alors, quand elles collapsent, elles s'auto-annulent ensemble, elles créent un champ du vide. Et à partir du moment qu'elles créent un champ du vide, ce sont des ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes qui sont non locales. Et donc, elles se dirigent là où notre esprit, notre volonté, notre attention, notre attention décide d'aller se diriger, c'est-à-dire en ligne droite. Donc, comprenant leur comportement, c'est aussi le champ du vide des ondes scalaires, elles sont merveilleuses parce que, tenez-vous bien, c'est aussi elles qui détiennent en fait la mémoire de la matière. C'est vraiment les ondes scalaires, les neutrinos, qui nous permettent de créer des hologrammes, qui crée notre réalité. C'est un énorme stockage d'informations. Quand ce n'est pas utilisé, on les voit comme un potentiel d'utilisation, comme en physique quantique. On parle de potentiel et de réalité, ou de réalité de potentiel. Bon, bref, voyez-vous là. Donc, ce qui n'est pas arrivé, ce qui peut arriver. Et c'est contrôlé. C'est pour ça que dans tous nos grands
leader depuis une trentaine d'années. On parle de Greg Braden, on parle de Lipton, on parle de d'autres noms. Vous voyez un peu dans quelle cohorte là, je suis. Ces gens-là parlent toujours des effets, en fait, de l'importance de la pensée, de l'intention, de l'attention sur la matière. Je crois que si les gens ne connaissent pas ces personnes-là, vous pourriez aller les écouter sur leur site, page Facebook, les entrevues. Vous allez voir, on en revient toujours à ce même point-là, finalement. Et ce qui se passe, c'est que c'est qu'on parle de, justement, notre corps, notre instrument humain produit des ondes scalaires, donc des neutrinos, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Les ondes scalaires, nous produisons des ondes. Donc, nous sommes une batterie énergétique, si on le savait, mais en ondes scalaires, parce qu'elles passent à travers les ondes en spirale hélicoïdale, passent à travers notre ADN et les cellules, donc les mitochondries de nos cellules, pour justement arriver, c'est des émetteurs, c'est des antennes, émetteurs-récepteurs. Donc, à partir du moment qu'on comprend cette collapse, cet effet d'annulation du champ du vide, créer le potentiel énergétique, on le fait nous-mêmes. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Il faut juste comprendre son mécanisme. Et on prend ce potentiel-là, on se dit, OK, moi, je suis dans la matière, mon instrument humain est dans la matière, moi, j'ai un cerveau, je pense, je sais que mon attention, où je le mets, ben, je crée le réel, parce que c'est tout des hologrammes dans cette perspective-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend notre attention, donc depuis notre instrument humain, on produit des ondes scalaires et on l'envoie sur une cible d'un corps, comme par exemple un genou. Et on vérifie à partir de mon instrument humain jusqu'au genou d'une autre personne, on vérifie l'état de la matière, à savoir s'il est asymétrique ou symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le corps est fait de résonance, le corps est fait dans sa structure du champ du vide, il est contenu dans la géométrie sacrée. Tout notre ADN est fait de plans géométriques, parce que c'est des photos qui sont disponibles aujourd'hui, ce que je vous dis. Et donc, à partir de là, c'est là qu'on dit que le corps est en résonance symétrique. D'accord? Mais quand il y a une blessure dans le corps, c'est une blessure holographique, comme le corps est holographique. Donc, le considérant ici, nous, en fait, depuis la technique que j'ai découverte, c'est ça, la découverte que j'ai faite, c'est que je suis capable de dire à partir de, je ne peux pas le dire ici maintenant, là, c'est certain, mais à partir d'une zone de mon corps précise, qui est très simple d'ailleurs, c'en est incroyable, comment c'est simple, j'ai découvert cet organe-là qui me permet de rentrer dans la matière holographique d'un genou et de vérifier l'état de la symétrie ou de l'asymétrie de la blessure. Et pour par la suite, donc la blessure et la matière, je t'ai vu Pascal, j'arrive, ouais. La blessure et la matière, c'est la matière, n'oubliez pas, c'est les ondes scalaires qui créent la matière. Et la matière, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Et qu'est-ce que c'est le temps? On parle de espace-temps. Les neutrinos sont like God. OK? Vraiment. Si on comprend ça, qu'on en fait partie, qu'on en produit, on est capable de transformer la matière holographique en tout temps. C'est-à-dire tout ce qui est brisé, blessure du corps holographique, on peut arriver à reconstruire la matière. C'est-à-dire que le corps passe par 3 phases. La première qui est blessée, c'est la symétrie. Et donc, il y a décristallisation. Ensuite, il y a la phase plasmique où le corps se retrouve entre l'éther et la matière en fluctuation. Par la suite, pour revenir en symétrie au plus près de sa forme originelle. Là, ça fait beaucoup d'informations. Vas-y, Pascal. OK. Donc, tu reçois l'information de ce qui n'est pas correct, en fait. Qu'est-ce qui est... Fait que tu le vois comment? Tu le vois dans ta tête? Tu le vois comme une image? C'est comment l'information arrive? En fait, ce ne sont que des informations vibratoires. Okay. De l'holographie. D'holographie en holographie, d'objet en objet holographique, si tu veux. Donc, ça fait que c'est que de la vibration. Et dans ma découverte, j'ai pu mettre en structure 3D sur une échelle de Likert de 0 à 10, qui dit l'état de la matière holographique, 10 étant en asymétrie extrême,
vibratoire. Donc, c'est des grandes amplitudes, c'est des grandes oscillations, allant jusqu'au centre, qui est en fait la partie, le deuxième cycle, la phase plasmique, et allant jusqu'à la phase où les ondes sont moyennes. C'est des ondes d'amplitude, parce que nous, on crée vraiment voyons, le terme me manque, je crée des algorithmes. Donc, évidemment, entre 10 et 6, c'est vraiment des grandes amplitudes. De 6 à 4, c'est des amplitudes moyennes, parce que le corps est entre l'éther et la matière, mais le corps, dans sa déstructuration vers sa structuration, se souvient de sa mémoire de son ADN. Et là, il va reprendre. Donc, c'est des ondes extrêmement intelligentes. C'est pas moi qui figure ça, c'est pas personne, c'est que on a le rayon. OK, c'est le rayon que tu vois dans... OK, je commence à comprendre un peu plus. Oui, c'est le rayon des ondes calmes. Là, nous, on doit passer aux annonces. Ben oui, on a ça à la radio. On doit passer aux annonces. Écoute, c'est intéressant, mais on va en savoir un peu plus encore après, parce que je pense qu'on a beaucoup à parler, là. Oui. À tantôt. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.